j'ai décidé de vous faire part de mon parcours un peu personnel, parcours PMA et mon parcours de grossesse. Donc, comme j'ai pu vous le dire, mon parcours, il a commencé par un parcours PMA avec pas mal de péripéties. Elle est tarée. Avec pas mal de péripéties. On a fait pas mal d'examens tous les deux pour savoir sur quoi on devait partir, si c'était un parcours FIV ou autre. Et effectivement, tout ce parcours a commencé par là. Donc en fait, j'ai commencé un traitement pour la PMA. Au départ, le traitement de la PMA, en fait, on commence par prendre, pour vous expliquer, des cachets. Et ensuite vient les injections. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les médicaments sont vraiment le début du traitement. On a tout un suivi gynécologique pour savoir quand est-ce qu'on doit commencer les injections. Et du coup, je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure en images aussi comment ça se passe pour la fécondation. Donc du coup, quand j'ai commencé le traitement, ça m'a beaucoup fatiguée, j'étais complètement crevée. Moi, je suis en train de crever. Je suis rentrée, j'ai appelé ma mère, j'ai rappelé la banque mutuelle, là, je sais pas quoi. J'ai mangé un truc et j'arrive plus à bouger. Euh, C'était en 2025. On était aussi en pleine formation avec Lisa. Donc ça n'a pas été facile, mais c'était un moment où j'avais quand même beaucoup d'espoir pour pouvoir mettre en place ma grossesse. Du coup, je faisais pas mal d'allers-retours chez le gynécologue pour savoir quand est-ce que je pourrais commencer les injections. Et les injections ont fini par débuter. Et c'est Lisa qui venait me les faire à la maison. Et moi, j'allais chez elle aussi de temps en temps pour qu'elle puisse me les faire, ce qui lui évitait de venir tous les jours. C'était assez particulier parce que les injections, ça reste des piqûres. Donc, c'était pas forcément agréable. Donc, c'est pas le problème des piqûres, c'est vraiment le fait que bah, ça te crée des bleus, tu sens le produit qui rentre dans ton corps et franchement, c'était pas du tout agréable. Donc Lisa, infirmière qu'elle était avant, a été ma petite infirmière à domicile pendant quelques temps, à venir me faire mes petites injections et à devoir me rassurer à chaque fois que on commençait parce que je vous raconte même pas la première fois qu'elle est venue dans le stress que j'étais de devoir me piquer dans le ventre, quoi. Donc en fait, on vient prendre de la peau, on vient piquer et le produit il rentre, mais c'est vraiment assez désagréable. Les injections, c'est vraiment pour créer une stimulation ovarienne. Donc, tu as le traitement, les injections, et du coup, ça vient stimuler tout ça. Le gynécologue, quand tu enchaînes tes rendez-vous, il regarde un peu combien tu as de follicules, comment ça se passe. Moi, on m'a expliqué que justement, tout ça, c'était un peu plus vieux que ce que c'est censé être par rapport à mon âge. Ce qui m'a mis un sacré coup dans la tronche, qu'on se le dise. Je me suis demandé comment ça allait se passer, pourquoi c'était plus vieux. On m'a dit que c'était peut-être aussi dû aux toxines, au fait que j'ai fumé pendant des années. Donc ça, je le dis, pas pour le partager, mais aussi pour pouvoir créer un peu de prévention. Donc quand le gynéco nous dit que c'est bon, donc ça, il y a des semaines qui passent d'injection. Quand le gynéco dit que c'est bon, on organise justement le prélèvement des follicules. Donc on va appeler ça la ponction. Moi, j'avais prévu, vu que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'opérations dans ma vie. Alors, je suis quand même assez jeune, j'ai 34 ans. Je voulais pas me faire endormir pour celle-là. On m'avait dit que ça se passait relativement bien, donc j'ai décidé de juste faire une chirurgie sans qu'on m'endorme complètement. Je suis arrivée à l'hôpital, j'étais complètement stressée, je parlais avec Lisa, avec mon conjoint, j'envoyais des petites vidéos, des petites photos. Franchement, j'étais un peu au bout de ma vie, pour tout vous dire. Je suis une phobique des hôpitaux. J'ai un peu grandi à l'hôpital dû aux soucis de santé que j'ai eu pendant que j'étais jeune. Donc en fait, j'ai été suivie de ma naissance jusqu'à mes 14 ans. Donc je suis pas restée à l'hôpital complètement H24 jusqu'à mes 14 ans. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de suivis médicaux, beaucoup d'examens, tuyaux dans le nez, etc.
Et du coup, ça reste des moments de ma vie qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis un peu traumatisée de l'hôpital et de tout ce qui est opération et de tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, du coup, quand je suis arrivée pour la ponction à l'hôpital, j'étais hyper stressée. J'essaye de me dire, je suis apaisée, je suis détendue. J'arrête pas de me dire des phrases, quoi, c'est n'importe quoi. Donc le fait de ne pas me faire endormir a été clairement une mauvaise décision. Une fois que je suis arrivée sur la table et qu'ils ont commencé à m'emmener, je suis partie en crise d'angoisse. Ils ont vu que j'arrivais pas du tout à me détendre. C'était impossible pour eux de faire la ponction. Du coup, c'était pas prévu, mais ils m'ont endormie à l'improviste. Une fois que je me suis réveillée de la ponction, on peut pas te laisser sortir tout de suite. C'est un peu particulier, mais le but, c'est qu'ils te laissent sortir une fois que tu as réussi à suffisamment faire pipi. Et moi, impossible d'aller uriner. Donc en fait, ça a été un moment hyper particulier de ma vie, parce qu'en fait, tu ressens que tu as envie d'aller aux toilettes, mais tu n'y arrives pas. Mais vraiment, c'est hyper particulier. Donc du coup, j'ai bu pendant plusieurs heures en espérant pouvoir sortir de là le plus vite possible et être tranquille. On m'a annoncé que lors de cette ponction, on m'avait ponctionné que 2 follicules, ce qui est extrêmement, extrêmement bas. Ça a été un petit coup derrière la tête. Je vois beaucoup de vidéos, enfin, je voyais beaucoup de vidéos passer sur YouTube, justement sur les ponctions, sur le fait qu'il y a des femmes qui se plaignaient qu'on leur ait ponctionné une vingtaine ou une cinquantaine, voire 80 follicules, alors que pour moi, ça me paraissait énorme en fait. Sachant que du coup, on m'en avait ponctionné que 2, ça laisse très peu de chances pour que ce parcours se suive de manière positive. Maintenant, on le voit, hein, en France, on a quelques essais. Donc c'est déjà énorme, hein. Mais en fait, le fait qu'on te ponctionne, c'est un essai. Donc du coup, je me suis dit, punaise, si là ça fonctionne pas, je perds un essai et ça me laisse encore moins de chance pour tomber enceinte. Donc j'étais pas très bien. J'étais un peu dépitée, mais bon, toujours pleine d'espoir. On m'avait dit que ça fonctionnerait. Donc je continue à croiser les doigts à ce moment-là et puis je me dis, ça va le faire. Ça va fonctionner. Il y en a que 2, mais moi j'en ai besoin que de 2 et ça va le faire. Du coup, je suis rentrée chez moi. Après cette ponction, j'ai déclenché d'énormes douleurs en bas du ventre pendant plusieurs mois. Ça a été assez compliqué. J'ai le ventre qui a énormément gonflé et j'avais beaucoup, beaucoup de douleurs en bas du ventre à gauche. Donc, je sais pas à quoi c'était dû réellement, mais c'était vraiment pas facile. Donc, une fois qu'ils ont ponctionné tes follicules, ils mettent ça dans une sorte de boîte, hein. Moi, je vais appeler ça comme ça. C'est une boîte avec les spermatozoïdes, donc avec le sperme. Donc ils mélangent les ovocytes au sperme et ils créent la fécondation dans cette petite boîte. Donc ils mettent cette petite boîte en mise en culture et en fait les choses se font d'elles-mêmes dans, euh, dans cette petite boîte avant d'être transférées dans l'utérus, avant de te faire le transfert directement dans ton corps. Une fois que la culture d'embryon donc est faite, c'est là que vient le moment du transfert. Tu vas directement à l'hôpital et puis on te transfère l'embryon dans le corps. Moi, avant ce transfert-là, donc je suis rentrée chez moi, j'attendais des nouvelles de l'hôpital. Je me souviens, il faisait super beau, j'étais dehors en train de préparer des trucs pour la chambre et tout. J'étais un peu en avance à ce niveau-là, à vouloir tout préparer. J'étais hyper dans le contrôle, enfin, peut-être un peu trop pressée. Donc après, chacun réagit comme il réagit, mais moi, c'était un peu comme ça que j'ai vécu la chose. Et en fait, je reçois un coup de fil de l'hôpital qui m'explique que sur les embryons, il y en a déjà un qui, qui est décédé, enfin, en gros, qui n'a pas pris. Et du coup, il en reste qu'un sur les 2, ce qui laisse très peu de chance au fait qu'on fasse le transfert. Honnêtement, à ce moment-là, ça a été un coup de massue derrière la tête. Je me suis dit, il en reste qu'un, ça sert à rien, je vais devoir recommencer. Et en fait, c'est même pas juste recommencer. C'est c'est pas tu retournes à l'hôpital et on te refait une ponction et puis on réessaye. Non, là c'est tu recommences tout un traitement hyper lourd et au-delà de ce traitement que je le répète est hyper fatigant,
hyper prenant. L'attente, elle est horrible. J'ai toujours dit aux gens de ne pas créer d'attente, quel que soit leur projet. Pardon. J'ai toujours dit aux gens de ne pas créer d'attente, quel que soit leur projet. L'attente, ça crée forcément des déceptions. Donc, il faut aussi se laisser la surprise. Mais le souci, c'est quand tu rentres dans ce genre de parcours, forcément, tu attends. Enfin, on sait pourquoi on fait ça, donc forcément, on attend. Ça paraît aussi logique, tu vois. C'est compliqué de demander à une femme qui est en plein parcours PMA de ne pas avoir d'attente. C'est presque impossible. Donc du coup, on m'appelle pour me dire ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais en fait, ça n'a pas fonctionné, il faut que je recommence tout le parcours, il faut que je reprenne le traitement, il faut que je retourne à Rennes, donc à 1 heure de route, euh, quasiment tous les 2, 3 jours pour faire des contrôles, pour qu'après, on puisse me donner l'autorisation de commencer les injections. Ensuite, il va falloir que je ressollicite Lisa pour faire les injections, donc qu'elle vienne à la maison, que j'y aille, que je stresse, que je souffre, que je sois fatiguée, etc. Parce que du coup, ça reste des semaines d'injection, quoi, enfin, à des heures précises. Donc, il faut s'organiser pour le travail, il faut s'organiser pour les déplacements. Et avec toute la fatigue, plus le boulot, enfin, moi, c'était tout ce concept-là qui m'a un peu déprimée. Je me suis dit, s'il faut que je recommence tout, je vais pas y arriver. Donc, j'avoue, j'étais un peu défaitiste à ce moment-là. Je suis partie dans mon lit à crier, à pleurer pendant quelques heures, le temps que mon corps décharge et accepte la nouvelle. Surtout qu'à ce moment-là, je j'étais pas juste déçue que ça fonctionne pas, j'étais remplie de culpabilité, j'avais l'impression de retirer, enfin, de me retirer tout espoir d'offrir un enfant à mon conjoint. Enfin, c'est particulier, hein, mais la culpabilité, elle est très présente à ce moment-là. Et du coup, ça m'a bouffé. D'autant plus que mes intuitions me disaient que ça allait fonctionner, que cette PMA allait vraiment fonctionner. Annie, Lisa me disait que j'allais passer par un seul parcours PMA. Elles n'en voyaient pas deux. Donc à ce moment-là, il y a une part de moi qui perd espoir et qui se demande qu'est-ce qu'on a foutu au niveau de nos intuitions. Et à la fois, je continue à espérer parce que je me dis, il en reste un et peut-être qu'il suffira d'un seul et ça fonctionnera, quoi. Donc, je continue à m'accrocher et on verra. Du coup, à distance, Lisa et Annie, elles faisaient beaucoup de soins sur ce petit embryon dans cette boîte qui était en train de fusionner, si on peut dire ça comme ça, avec les spermatozoïdes pour donner un maximum de chance pour que ça fonctionne en fait. Tous les jours, elle faisait des soins et, euh, et j'espérais que ça fonctionne, quoi. 2, 3 jours après cet appel, j'ai l'hôpital qui me contacte justement pour m'annoncer que je peux venir à l'hôpital faire l'implantation, que ça a pris. Du coup, je me dis, mais attends, c'est pas possible. L'espoir renaît et en fait, ça fait que ça, quoi. Des ascenseurs émotionnels et tu te dis, putain, bon, voyons le côté positif. Cette fois-ci, j'y vais, ça fonctionne, on me fait l'implantation et voilà, ça va le faire. De toute façon, on voit qu'il n'y a qu'une seule PMA, donc ça peut que le faire. Le jour de l'implantation, j'arrive à l'hôpital, donc il faut savoir que pour faire l'implantation, apparemment, il faut la vessie pleine. Donc ça a été une vraie galère. Parce que moi, j'ai tout le temps la vessie pleine, mais le souci, c'est qu'il faut la soulager, la vessie, quand elle est pleine. Donc, en fait, j'arrive à l'hôpital, j'ai rendez-vous à une certaine heure, mais je me rends compte que tous les gens qui sont là pour des implantations. Donc, j'étais pas la seule. Donc, du coup, j'arrive la vessie pleine, j'attends. Au final, j'en peux plus. Mais ça devient une torture, on le sait tous, quand on se retient. À un moment donné, on a tous nos limites. Et du coup, j'étais un peu le cul entre deux chaises, quoi. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais. Puis en fait, là, tu remets tout en question. On parle pas juste de faire pipi. Tu te dis, si j'y vais et qu'on me dit de venir la vessie pleine, c'est qu'il y a une raison. Donc, est-ce que ça va moins fonctionner? Est-ce que j'étais assez tiraillée. Au final, je vais aux toilettes. Je me dis, faut que je boive à fond pour que ma vessie se re-remplisse. Et au bout de 10 minutes, ma vessie était re-remplie. Sauf que moi, on est venu me chercher au moins 1 heure et demie en retard. Donc, du coup, pendant 1 heure et demie,
j'ai été tiraillée sur le fait d'aller faire pipi ou de me retenir au moins 4 5 fois. Donc, je suis quand même allée aux toilettes au moins 4 5 fois en l'espace d'1 heure et demie pour qu'au final, bah, au moment où ils viennent me chercher, c'était OK, j'avais la vessie pleine et ils ont pu faire leur examen. Quand ils ont commencé l'examen, j'étais avec un infirmier qui m'a beaucoup rassurée parce que tu sais pas comment ça se passe, mais au final, c'est hyper rapide, hein. Tu rentres dans une pièce, on t'allonge sur un siège de gynéco et le gynéco finit par rentrer dans la pièce pour venir implanter. Donc en fait, on voit tout sur un petit écran, c'est assez impressionnant. Mais ce qui a été dingue, c'est que au moment où elle a fait l'implantation de l'embryon, au moment où elle a fait l'implantation de l'embryon, je l'ai vu passer. J'ai vu ce petit embryon passer, nager. Enfin, j'ai trouvé ce moment assez fou. Et je le garderai toujours en mémoire. Franchement, j'ai adoré ce moment. J'ai demandé à la gynécologue, une fois que c'était terminé, ce que je devais faire, si je devais marcher doucement, comment me tenir, est-ce que je pouvais conduire. Et en fait, elle m'a répondu qu'il fallait que je me comporte totalement normalement de d'habitude et que si il se sentait bien dans mon corps, ça s'accrocherait. Ça a été une phrase hyper culpabilisante parce que je me suis dit, en fait, si ça s'accroche pas, ça veut dire quoi? Qu'il est pas bien dans mon corps, que on se rend pas compte, mais ce genre de parcours, ça vient réveiller beaucoup d'émotions, beaucoup de questions, beaucoup d'états d'être qui sont assez particuliers et surtout cette culpabilité que tu ressens en permanence. Donc en fait, tu dis si ça fonctionne pas, c'est de ma faute, quoi. Donc bah, je suis ressortie de l'hôpital, elle avait beau me dire de me comporter normalement, je marchais tout doucement, je j'osais pas trop bouger, je me suis dit faut que ça fonctionne, faut qu'il s'accroche. Donc on a l'impression que j'avais un balai dans le cul, que j'étais coincée de tous les côtés, mais j'osais pas marcher. J'osais même pas bouger, quoi. Donc on le voit, pour toute femme qui tombe enceinte, en général, on conseille de faire un test de grossesse 2 semaines après. Donc là, vu que tout est organisé en soi, tu sais exactement quand est-ce que tu dois faire ton test de grossesse pour savoir si ça a fonctionné. Donc tu rentres chez toi et tu dois avoir une attente de 15 jours pour savoir si le transfert a fonctionné. Donc je vous dis pas, hein, l'attente de ces 15 jours a été hyper longue. T'es dans l'espoir, tu te demandes si ça a fonctionné, et en même temps, pendant 15 jours, tu tâtonnes à te demander si t'es enceinte ou si tu l'es pas. Et est venu le jour du test de grossesse. Donc, c'était pas un test là, en l'occurrence, c'est des prises de sang directement. Tu fais une prise de sang pour regarder si t'es enceinte ou si tu ne l'es pas. On m'a répété que quand j'allais faire ma prise de sang, si j'avais un taux supérieur à tel chiffre, forcément, j'étais enceinte. Du coup, bah, t'attends tes résultats et puis quand les résultats ils arrivent, tu regardes ce fameux chiffre, tu regardes si c'est positif ou si ça ne l'est pas. Petite pause, petite pause. T'as fini, oui. T'as fini, oui. Maman, elle travaille. Tu dis bonjour aux abonnés. Tu dis bonjour aux abonnés. Donc, je reçois ces résultats que je regarde avec grande hâte. Et en fin de compte, ces résultats affichent positif. Donc, c'est là que commence un peu le début des complications, dans le sens où moi, en fait, quand je vois ce résultat, je suis contente, mais il y a une part de moi qui n'y croit pas du tout. Et en fait, quand tu tombes enceinte, tu as un résultat effectivement qui est censé être à tel chiffre, mais c'est pas du tout pile. Normalement, les hormones, elles augmentent de jour en jour quand tu es enceinte. Et là, je vois que je suis juste au-dessus. Donc, je suis contente, mais je suis pas rassurée. Donc en fait, j'appelle Lisa, j'appelle mes copines pour leur annoncer ma grossesse, que je suis enceinte, tout le monde est content. J'appelle ma mère et ma sœur et je leur explique que, ok, je suis enceinte, mais le résultat est bas, quoi. Et donc elles me rassurent en me disant, mais des stress. Et en fait, le truc, c'est que c'est normal. Tous mes proches ont vu dans le stress que j'étais, est-ce que ça a fonctionné, etc. Donc tout le monde a voulu me rassurer, et ce qui était logique, hein. Euh,
Mais je sais pas. Pour moi, ça restait un chiffre qui était bas et du coup, j'avais du mal à me détendre. Maintenant, ça m'affiche que je suis enceinte. J'annonce à mon conjoint que je suis enceinte. Il était extrêmement heureux. Euh, c'est un moment que je me souviendrai toute ma vie. Et une fois que tout le monde est au courant, une fois que j'ai appelé tous mes proches pour leur annoncer, je me mets à avoir d'énormes crampes dans le ventre, d'énormes douleurs. Je me demande si c'est normal, si c'est logique. Et là, je me mets à perdre du sang. Du coup, j'ai appelé l'hôpital pour savoir ce qui se passait, sans rien dire à mon conjoint parce que je venais de lui annoncer une bonne nouvelle. Donc, j'avais pas envie de lui ôter ça, en fait. Enfin, bref. L'hôpital me dit simplement, écoutez, c'est soit vous êtes en train de faire une fausse couche, soit l'embryon il s'accroche, et ça arrive que quand l'embryon s'accroche, des fois il y a des saignements. Ok. Donc en fait, je reste avec ça, je reste avec cette idée-là. Il m'explique qu'au prochain rendez-vous, on regardera si ça s'est accroché ou non, qu'on refait une prise de sang dans tant de jours pour voir ce qu'il en est en fin de compte. Donc de là, je refais les prises de sang et on m'avait expliqué que si ça continuait à évoluer, c'est que c'était bon, c'est que ça s'accrochait. Si les taux ils descendent, c'est que je fais une fausse couche. Donc, je continue à travailler, à faire les cycles d'investigation, etc. C'est une période où j'ai fait les cycles d'ailleurs beaucoup allongés de mon lit. Donc, si vous voyez des vidéos passer où je suis allongée ou un peu dans mon siège semi-allongée en mode vacances, c'était sur cette période-là. Du coup, je continue à faire donc les prises de sang. Les prises de sang, en fin de compte, je vois qu'elles augmentent. Mais encore une fois, tout le monde me dit c'est bon, ça augmente, c'est OK. Ça augmente, mais ça augmente pas de ce que ça devrait augmenter, quoi. Enfin, je sais pas, c'est censé se doubler, c'est censé vraiment euh, monter de jour en jour, mais de manière assez flagrante, quoi. Enfin, et là, je j'ai pas à garder ces résultats-là, donc j'ai pas les chiffres, ça sert à rien que je vous donne tout ça, mais je suis pas encore satisfaite à ce moment-là. Moi, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Donc, on a beau me rassurer, les infirmières de l'hôpital me rassurent quand je les appelle, hein. Elles me disent que c'est OK, si ça augmente, c'est qu'il n'y a pas de fausse couche et que ça s'est accroché. Mais je continue à saigner, quoi. Donc voilà. À ce moment-là, tu as du mal à t'écouter parce que moi, mon intuition me dit que c'est pas OK. Mais en même temps, les médecins, enfin, les infirmières et ton entourage te disent que c'est OK. Donc, compliqué de s'écouter à ce moment-là. Du coup, je reste alitée, allongée pendant plusieurs jours parce que j'étais très fatiguée et je perdais beaucoup de sang. Donc, je me suis dit que fallait que je reste au repos. Donc, Lisa est venue à la maison plusieurs fois. Une fois qu'elle est passée de l'infirmière à venir me piquer le ventre, elle venait carrément me raser les jambes. Après les injections qu'elle m'a fait pendant des mois, On passe au rasage. mon infirmière est arrivée. Oui, oui. Coucou. Je vais utiliser le mien. Ça sera bien mieux. Parce que t'en penses. Et, euh, et voilà, on laisse passer les jours et on attend ce fameux rendez-vous chez le gynéco. Mais dans toute cette histoire, je crois que le plus dur, ça a été vraiment le moment où mon conjoint il est monté pour venir me voir hyper content en me disant ouais, Marie, elle m'a envoyé ça. Donc une amie à nous. Et, euh, et en fait, il a vu ma tête et je lui ai dit je suis désolée, je perds du sang, quoi. Et je pouvais pas lui cacher. Donc ça a été un ascenseur émotionnel et je me suis sentie hyper coupable euh, de le faire passer par là, en fait. J'avais beau souffrir à ce moment-là, le plus dur pour moi, ça a été de lui dire, en fait. Du coup, j'ai passé plusieurs jours à prier, honnêtement, à faire des méditations, à essayer de manifester que cet embryon s'accroche. Et j'ai fini par aller chez le gynécologue le jour de mon rendez-vous. Et en fait,
Elle s'est clairement excusée de d'avoir une équipe qui m'a fait espérer pour rien, que c'est un bébé qui ne peut pas s'accrocher, qui n'est pas viable. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Elle me dit qu'elle est assez mal à l'aise, qu'elle va téléphoner aux infirmières, qu'elle va leur créer une soufflante, hein, clairement, parce que au vu des examens, ok, j'étais positif, mais ça augmentait pas. Ça augmentait pas suffisamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, ça se voyait, hein, quand tu es professionnel, bah, que c'est pas une grossesse qui pouvait être menée à terme, clairement. J'avais beau le sentir, j'avais beau avoir cette intuition que ça fonctionne pas, bah, tu as toujours l'espoir. Qu'on te dise c'est bon, ça a fonctionné. Et en fait, je suis repartie de ce rendez-vous complètement abasourdie, sonnée. Et, euh, et en fait, quand je me remets vraiment dans l'émotion et dans le moment, j'ai tout remis en question. J'ai remis en question mon projet, j'ai remis en question mon travail. J'étais en colère, j'étais triste. J'avais tellement d'émotions qui passaient dans mon corps que j'ai tout remis en question. Quand je dis mon travail, en fait, Lisa et Annie m'avaient expliqué que je passerais par un seul parcours PMA. Là, on me dit que ça n'a pas fonctionné. Donc quoi? C'est quoi? C'est que nos intuitions, elles sont pas bonnes. C'est que Et en fait, tu remets tout en question dans le sens où tu te dis, mais attends, quand je fais mes rendez-vous avec mes clients, ça fonctionne. Pour elle, ça a marché. Et puis pour elle, on avait vu juste. Pourquoi pour moi, on voit pas juste? Enfin, j'avais plus envie de rien. Je croyais plus en mon métier. Donc c'était un moment super dur. Je m'endors tous les jours avec l'idée qu'il va falloir que je recommence, que j'ai pas envie de recommencer. Je suis fatiguée. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas qu'un parcours, c'est pas que des piqûres, c'est pas que ça, c'est toute l'attente qu'il y a derrière. Et je crois que ça a été le plus dur pour moi à m'imaginer de recommencer, c'était cette attente. Tu prônes des attentes qui sont pas justes et en fait, si ça marche pas, t'es plus que déçu, quoi. La fatigue aussi, ça a été un élément qui a fait que j'ai hésité à vouloir reprendre ce parcours. Et, euh, et du coup, je me suis laissée quelques jours pour y réfléchir. Mais en même temps, je pouvais pas faire ça à mon conjoint. Je suis pas toute seule dans ce projet. Je veux un enfant, mais lui, il en veut un aussi plus que tout. Et, euh, et du coup, bah, j'ai pris la décision de recommencer. Sur cette période d'entre-deux, euh, j'ai fait un rêve où justement je me suis réveillée. On dit toujours que justement, enfin, il y a les rêves, mais quand tu te réveilles, je sais pas comment vous expliquer, et que tu as des phrases dans la tête ou que tu as un message en tête, enfin, c'est comme si on t'avait véhiculé un message juste avant que tu te réveilles, exprès pour que tu t'en souviennes. Et en fait, moi, ce jour-là, donc quelques jours après, je me réveille avec le mot bébé miracle dans la tête. Et je me dis, faut que je reparte dans ce parcours, c'est que ça va fonctionner, c'est que... Donc je me remets à prôner de l'espoir et je me demande si ce bébé miracle, bah, est-ce que c'est un vrai message, est-ce que ça l'est pas, enfin... C'est important que je le cite dans cette vidéo et je reviendrai sur ce message-là après. Du coup, je l'envoie à Lisa, je lui explique cette histoire de rêve et, euh, et ensuite les jours y passent. Entre deux, j'ai reçu aussi une amie à la maison. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, je suis quelqu'un qui fume depuis l'âge de 13 ans. J'ai complètement arrêté de fumer pour ce parcours, pour mon bébé. Euh, pour moi, bien évidemment, mais c'est vraiment cet objectif-là qui m'a aidé à arrêter cette addiction. Et j'ai reçu une amie 2 semaines après ma fausse couche qui était enceinte de 7 8 mois. Et en fait, j'avais beau me réjouir de sa grossesse, on est tous humains. Je me suis remise à fumer sur ce week-end-là. Ça a été
assez compliqué pour moi et j'avais besoin d'un réconfort. Et vu que ça, c'était mon réconfort pendant des années, bah, qu'est-ce qu'on fait? On s'y remet, malheureusement. Je vous explique vraiment toutes les étapes, hein. J'ai pas envie de cacher quoi que ce soit. Le but aussi de cette vidéo, même si elle est ultra personnelle, c'est de vous faire part un peu de tout. Et ça a été mon addiction pendant des années. Aujourd'hui, j'en suis complètement sortie. Mais à ce moment-là, j'ai rechuté, ouais, j'ai rechuté complètement. Je me suis dit, allez, juste ce soir. En fait, j'avais tellement réussi à arrêter facilement, alors que pour moi, c'est quelque chose que jamais j'aurais pu arrêter de ma vie, que je me suis dit, allez, juste ce soir, en fait. Et le lendemain, et le surlendemain, et c'était reparti, quoi. Du coup, je vois avec l'hôpital, il m'explique que je vais pouvoir reprendre mon parcours, mes rendez-vous, mais que ça tombe sur des périodes de vacances. Donc en fait, je sais plus exactement comment ça s'est goupillé, ce truc-là, mais en fait, on m'explique que c'est soit je pars en vacances, parce que moi j'avais prévu de partir 4 jours en Suisse, 4-5 jours en Suisse avec ma meilleure amie pour aller souffler. Moi, c'est vraiment mon exutoire, hein. J'ai besoin de partir à la montagne pour me recharger. Et sortie de ce parcours, j'avais qu'une envie, c'était vraiment d'aller à la montagne, souffler, me recharger et décompresser, quoi. Du coup, l'hôpital m'annonce que, en gros, c'est soit je reprends mon parcours tout de suite et je peux pas partir 4 jours parce qu'en fonction des dates qui sont posées, eux partent aussi en vacances et du coup, enfin, ça rentre pas dans les clous. Soit soit je recule mon parcours PMA d'un mois pour partir 4-5 jours en vacances. Et en fait, quand je reviens, eux, ils reviennent et du coup, on peut commencer mon parcours un mois après. Alors ok, on va se dire c'est qu'un mois, enfin franchement, pas en vacances et c'est qu'un mois. Mais tout ce parcours-là, il est hyper long. Donc en fait, ça reste une grosse décision de tout reporter d'un mois. Mais en même temps, je ne me vois pas à ce moment-là annuler mes 4-5 jours de vacances. Je me sens complètement au bout du rouleau. Je suis fatiguée, je suis énervée, je suis pas bien. Il faut que j'aille me recharger. Donc du coup, je prends la décision de reculer mon parcours PMA d'un mois et de partir en Suisse avec ma copine. Meilleure décision de ma vie, honnêtement. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, on part en vacances avec Olivia et c'est toujours un moment de lâcher prise complet quand je suis avec cette personne. Et du coup, on part et ça a été encore 4-5 jours vraiment top, où j'ai complètement lâché prise, où j'ai pris soin de moi. Euh, c'est vrai que je fais un métier où je prends beaucoup soin des autres. Dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui prend soin de ma famille, de mon entourage. Et quand je prends des jours de vacances comme ça, je m'occupe que de moi et ça fait un bien fou. Donc du coup, on a fait des randonnées, on a passé des moments aussi au spa. Donc on est parti se faire masser avec des repas vraiment super bons. On a profité des saunas, des hammams. Enfin, ça a été vraiment un moment où j'ai vraiment lâché. Vous voyez, c'est pas juste des vacances. Je sais pas comment vous expliquer, mais nous, quand on est là-bas avec Olivia, enfin, on est heureuse. Et je sais pas si vous savez ce que c'est de se sentir juste heureuse, mais moi, je sais ce que c'est ce sentiment. Et je pense que mon corps, il a apprécié. On a tellement lâché prise que moi qui ne picole jamais, on s'est fait des cocktails tous les soirs pour se faire plaisir. Et je pense que c'est quand tu relâches vraiment que ton corps il finit par dire oui, quoi. Donc ça, c'est important de le dire aussi parce que t'es plus dans l'attente, t'es juste dans ton lâcher prise. Et, euh,
Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des enfants, qui sont passées par cette phase justement de lâcher prise, à lâcher cette attente pour après pouvoir tomber enceinte. Et je pense que quelque part, c'est ce qui s'est passé pour moi suite à ces 5 jours, 4-5 jours de vacances avec elle. Donc je rentre chez moi de mes vacances et, euh, et en fait c'est passé, je pense, 15 jours. euh, 15 jours et en fait je me suis mis à déclencher des douleurs dans le ventre, mais c'était des douleurs que je connaissais. Il faut savoir, c'est que je suis tombée enceinte à l'époque, quand j'étais plus jeune. Et en fait, quand j'ai eu cette grossesse, euh, j'avais des contractions de début de grossesse. Donc c'est des douleurs assez importantes. Et là, je me suis mise à ressentir ça. Mais le truc, c'est que je venais juste de commencer mon traitement Provamès. Donc Provamès, c'est un traitement de médicaments qu'on prend avant de commencer les injections. Donc là, je commençais à entamer mon deuxième essai de PMA, quoi. J'avais pas commencé les injections, j'avais juste commencé le Provamès. Et je me mets à déclencher des douleurs comme ça. Donc, je me mets à me poser des questions. Je me lève un matin, je fais un test de grossesse, franchement sans attente aucune, hein, parce que je, j'ai pas commencé mon parcours PMA, c'est impossible que je sois enceinte. Mais pour autant, je le fais parce que c'est des douleurs que je connais. Enfin, je sais pas si vous voyez cette ambivalence. Et en fait, je vois sur le test de grossesse que ça m'affiche positif. Donc, je reste bloquée. Honnêtement, je n'ai aucune réaction à ce moment-là. J'ai juste ce truc qui me revient en tête, cette phrase de quand je me suis réveillée de bébé miracle. Et je me dis, putain, en fait, c'est ça, quoi. Ça se trouve, je suis vraiment enceinte. Et du coup, il y a une part de moi qui croit, et une part de moi qui croit pas. Enfin, c'est hyper particulier. Ça faisait 3 jours avant de faire ce test-là que je voyais des arcs-en-ciel tous les jours. Je me... Enfin, on a beau t'envoyer des signes, à un moment donné, tu ouvres les yeux, tu les ouvres pas, quoi. Et moi, je les ai pas du tout ouverts à ce moment-là. C'est après que j'ai fait le rapprochement. Et de là, c'est pareil. Je me dis, mais Lisa et Annie, elles ont vu qu'un seul parcours PMA. Ça faisait des jours et des semaines que je remettais en compte mon travail. Et en fin de compte, je me dis, mais ça se trouve, il y avait vraiment qu'un parcours si je suis enceinte naturellement aujourd'hui. Enfin, il y a tout qui se bouscule dans ma tête à ce moment-là. Du coup, à ce moment-là, vu que j'y crois pas, je sais pas pourquoi, j'envoie un message à ma sœur, je fais une photo du test et je lui demande. Mais vraiment, j'y croyais pas, j'étais obligée de lui demander, enfin, qu'est-ce que t'en penses et tout. Elle me dit, mais ma puce, c'est que t'es enceinte, enfin. Et du coup, bah, j'ai fini par l'écouter et je me suis dit, de toute façon, faut que j'aille faire une prise de sang, faut que j'en ai le cœur net, quoi. Donc, je suis allée faire ma prise de sang. T'as les résultats quelques heures après et ce résultat était juste positif. Mais là, c'était pas un petit résultat. Là, on voyait, il n'y avait pas de doute. Les taux, ils ont doublé, mais ça n'avait rien à voir avec les prises de sang que j'ai reçues après mon parcours PMA, quoi. Donc, j'annonce à mon conjoint que je suis enceinte. Et en fait, contrairement à la première fois, on n'a pas forcément la même réaction. On est hyper heureux, mais au vu de ce qu'on vient de vivre et ce par quoi on vient de traverser, il y a une part de nous qui, quelque part, qui s'empêche d'être heureux jusqu'à ce qu'on soit sûr. Pourtant, les tests nous annoncent que c'est sûr. Mais on n'est jamais sûr de rien, en fait, dans la vie. Et du coup, je pense que quelque part, ça nous a empêchés au tout début d'être vraiment complètement heureux. Et ça ressortait, hein, j'ai fait des soins, j'ai même fait un soin énergétique avec une personne extérieure, une cliente à nous, qui me disait, mais est-ce que tu es vraiment heureuse d'être enceinte? Ça m'avait un peu vexée. Et à la fois, je comprenais parce que ça reste de la médiumnité, hein, et tu peux pas voir les détails du pourquoi tu ressens ça d'une personne.
Et bien sûr que j'étais super heureuse. Enfin, j'attends ça depuis un moment. Mais je pense qu'il y a une part de moi qui s'empêchait vraiment de lâcher prise par peur que ça fonctionne pas, par peur de le perdre, par peur qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle dans quelques semaines. Enfin, voilà. Je pense que c'est très humain. J'ai envoyé une vidéo à certains de mes proches pour leur annoncer que j'étais enceinte. Et parce que du coup, bah, j'avais envie de l'annoncer d'une manière un peu originale, sans pouvoir vraiment le faire comme je le voulais, vu que mes proches sont pas forcément à côté de moi. J'ai commencé à faire des petites photos de mon petit bidou au mois d'octobre. Après, s'ensuit de la première échographie. Et en fait, c'est pareil, première échographie, tu te rends pas encore compte, quoi. Enfin, t'es heureuse, t'es contente, mais tu te rends pas encore compte. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Une fois qu'on passe à la deuxième échographie, là, là, par contre, c'est là que tu réalises vraiment. En fait, on passe d'une première échographie où le bébé, il est comme ça, et la deuxième échographie, tu vois vraiment la forme d'une tête, des pieds, des mains. Enfin, c'est hyper impressionnant. Je me suis mise à pleurer pendant l'écho. C'était un moment magique. Franchement, je pense que c'est à ce moment-là vraiment qu'on a réalisé et qu'on a commencé à être vraiment heureux, même si on était déjà heureux avant, hein. Je pense que ça a été vraiment le moment, et je parle pour nous deux, alors que ça se trouve, c'est pas du tout son ressenti, mais où on a commencé à lâcher prise. Du coup, on rentre du gynéco, du coup, on rentre de notre rendez-vous, et on était hyper heureux, on chantait dans la voiture. Enfin, Je suis connue ici. il y a ma copine qui nous rend visite. Elle vient déjà avec plein de cadeaux, vraiment trop en amour. Ça, c'est ma pépite, hein. Elle vient avec des vêtements qui vont être plus faciles pour moi à mettre pendant ma grossesse. Elle vient pas qu'avec des cadeaux pour bébé, elle vient avec des cadeaux pour moi. Et, euh, et vraiment, ça m'a touchée parce que c'était les premiers petits cadeaux pour nous et ça a été un moment important pour moi. Et du coup, on a fait nos premières photos dans le jardin. Donc, Olivia, ça reste la personne avec qui je fais beaucoup mon contenu. Donc, avec Lisa, je fais mes cycles. Mais Olivia, ma copine, vraiment la personne avec qui je crée mes réels ou des photos ou des machins en extérieur. Du coup, elle m'a fait mes premières petites photos de grossesse. Ensuite, il y a le moment de l'annonce du sexe qui est arrivé. Donc, en fait, ça a été une organisation assez particulière parce qu'avec mon conjoint, on avait vraiment envie d'avoir la surprise tous les deux. Donc, on est parti chez le médecin donc pour vérifier le sexe du bébé et on lui a demandé de ne pas nous le dire. Vraiment d'écrire sur un bout de papier le sexe. Donc, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon? Et en fait, on a pu donner le papier en rentrant du rendez-vous à Lisa. Donc Lisa avait le papier. Et en fait, la veille, j'étais partie donc avec Olivia acheter des fumigènes. Donc on a été acheter un ballon pour l'annonce de la grossesse pour faire une vidéo assez cool. Ballon qui a explosé dans la nuit et qui n'est pas sur la vidéo. Et en fait, on a pris deux fumigènes. On en a pris un bleu, un rose dans l'idée de donner les deux à Lisa et que quand on rentrerait de notre rendez-vous de chez le médecin, que Lisa nous donne le bon fumigène. Elle savait, vu que je lui ai donné le bout de papier. Donc je vous dis pas, j'ai dû me retenir sur la route de pas le regarder, mais en même temps, je l'ai fait pour moi, quoi. J'avais vraiment envie de me créer cet effet surprise. Donc du coup, on est parti récupérer Paco chez Lisa, parce que Lisa a la double casquette, enfin triple casquette même.
Infirmière, télépathe, euh, elle garde mes animaux, enfin, bref. Du coup, je vais récupérer Paco chez Lisa et en même temps, je lui donne le bout de papier. Donc, elle est partie lire le bout de papier dans sa chambre. Je lui ai dit, ne mets aucune réaction, s'il te plaît. Je veux vraiment avoir la surprise, quoi. Donc, ça a été la première à savoir le sexe du bébé. Et de là, elle m'a donné le bon fumigène. Donc, en plus, il y avait des petites pastilles en dessous, roses et bleues. Donc, j'avais vu qu'il y en avait un qui était un peu cassé sur les deux. Du coup, quand elle me l'a donné, j'ai fait exprès de pas regarder le dessous, même si elle avait retiré la pastille, parce que je me suis dit, putain, si je vois que c'est le cassé, je sais que c'est celui-là. Donc, du coup, tout le long du trajet, je tenais le truc comme ça, quoi, pour me laisser la surprise. On est rentré, j'ai mangé, je me suis laissé un peu la surprise continuer. Et ensuite, on est sorti faire la vidéo pour l'annonce du sexe, pour vous, mais avant tout pour nous-mêmes, pour garder ce souvenir de quand on apprend le sexe de notre enfant, quoi. Ah, voici. I take one look at you, you're taking me Ah, out j'ai of peur. the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on the vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary, trying to be with you, time. But love, we turn me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah. Oh my life. Une fois que j'ai appris que c'était une petite fille, j'ai passé ma journée à pleurer. J'ai dû annuler mes rendez-vous. Pour une fois, c'était vraiment des pleurs de joie, quoi. Ça a été... Les hormones sont encore présentes, hein, je suis encore enceinte, là. Ça a été un moment magique de me dire que je vais avoir une petite fille, quoi. Donc voilà. Donc on a commencé, suite à tout ça, à préparer la chambre de bébé. J'avais vraiment envie de partir sur une thématique assez épurée, enfin sur des couleurs assez épurées et sur une thématique qui allait autour des nuages, euh, nuages, arc-en-ciel, cosmos, planète, enfin voilà. On a, f- on a fait un truc assez simple. Tout ce qui est nuages, etc., tout ça, c'est dans des petits détails qu'on voit pas forcément euh, à vue d'œil quand on rentre dans la chambre. Surtout que les photos ont été prises avant que tout soit installé. Je voulais vraiment le faire sur ce thème-là parce que ça reste, ça a toujours été les nuages, le cosmos, tout ça. Enfin, pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un nuage. Euh, les étoiles, enfin, tout ça, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très connectée. Et cette histoire d'arc-en-ciel qui reste assez dingue. Je suis en train de mettre au monde et de créer un bébé pour moi arc-en-ciel. Et du coup, c'est hyper représentatif de ce qu'elle est, quoi, et de ce que je suis. En janvier, il y a eu un événement un peu compliqué pendant ma grossesse. En fait, on a dû faire un aller-retour du côté d'Annecy parce que j'étais en pleine hésitation sur le fait d'acheter une maison sur Annecy ou essayer de racheter ma maison ici en Bretagne. Parce que mon but ultime, c'est de vivre à la montagne, mais pour autant, si ça doit pas se faire tout de suite, ça se fera pas tout de suite. Moi, mon but, c'était aussi de ne pas perdre ma maison actuelle, sachant que je vis en plein champ, en pleine forêt, en pleine bordure de forêt de brocéliande. Donc vraiment, il n'y a pas de voisins. Je suis hyper tranquille ici, j'ai ma stabilité. Enfin, il y a tout un champ sur lequel, avec Lisa, on aimerait créer notre retraite spirituelle. Donc, du coup, il a fallu que j'aille voir, qu'on prenne la route avec mon conjoint pour aller voir ce qui nous attendait à Annecy et prendre une décision. Ce qui fait qu'on a été là-bas, on a été regarder et en fait sur le retour, donc en fait on a fait ça en 2 jours. Donc ça fait quand même beaucoup de route en étant enceinte, même si mon conjoint a énormément conduit. Euh, sur le retour, en fait, j'ai fait une crise. Je sentais plus mes bras, je pouvais plus respirer. C'était
j'ai cru que je partais, quoi. Clairement, sans rentrer vraiment dans les détails. Moi, quand je suis fatiguée, parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais c'est vrai que quand je suis très fatiguée et que j'écoute pas mon corps, j'ai mal au cœur. Et là, en fait, bah, j'étais crevée, j'avais mal, mais bon, il n'y a pas le choix, on fait l'aller-retour, et puis voilà, depuis que je suis gamine, depuis que j'ai arrêté d'être suivie à l'hôpital, j'ai pas eu de soucis réels. Mais à ce moment-là, je pense que je me suis pas assez écoutée et sur la route, ça a été hyper compliqué. Donc j'ai pris sur moi. Mon conjoint voulait m'emmener à l'hôpital, je lui disais que non, jusqu'au moment où bah, je n'arrivais même plus à lui répondre. Je pouvais plus parler, j'étais en souffrance extrême et j'ai cru que je partais en fait. Donc du coup, on est sorti de l'autoroute, on était à 6 heures de route de la maison, on était à 3 heures de route de la maison d'Annecy. Donc on a pris la première sortie, premier hôpital qui était à côté de nous. Et, euh, et en fait, il n'y avait aucune place pour se garer. Donc c'est pareil, t'es en train de mourir. Enfin, donc mon conjoint m'a laissé devant l'hôpital pour aller garer la voiture et je me suis à moitié effondrée dans l'hôpital, quoi. Donc en fait, c'était pas un hôpital qui pouvait me recevoir pour ça. Donc ils ont dû appeler les pompiers. Les pompiers sont venus me chercher. Mon conjoint a dû suivre les pompiers jusqu'à l'hôpital qui pouvait me recevoir pour mon cœur. Et je suis restée là-bas plusieurs heures. Et on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais j'ai pas besoin de beaucoup d'explications en soi. Quand je suis fatiguée, ça lâche et c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc ils m'ont calmée. Je sais plus, j'ai plus le nom du médicament qu'ils m'ont donné. J'étais pas trop pour avec ma grossesse, mais à ce moment-là, fallait juste que ça s'arrête. Donc du coup, après, ils savaient que j'étais enceinte, donc ils savaient aussi ce qu'ils faisaient, hein. Mais voilà. Donc on n'a pas repris la route le soir, parce que je suis sortie de l'hôpital, il devait être 23 heures. On a pris un hôtel, on est parti se coucher à l'hôtel pour que je puisse vraiment me reposer avant de reprendre la route. Et le lendemain, mon conjoint a conduit bah, de là-bas jusqu'à la maison sans que je reprenne le volant. Parce que ça tiraillait encore, c'était hyper compliqué, donc fallait vraiment pas que je force. Donc ça a été un petit moment flip parce que bah déjà en temps normal t'as pas envie de partir, mais là t'as pas que ta vie entre les mains quoi, t'as aussi celle de ton bébé, donc ça a été euh, ça a été un petit moment compliqué pendant la grossesse. Sinon hormis ça j'ai pas vraiment eu de complications pendant cette grossesse. J'ai eu une grosse sciatique il y a quelques semaines, donc quelques semaines avant la fin, mais qui est relativement bien passée avec du kiné. Et sinon, j'ai pas eu de vomissements, j'ai pas eu tout ça. La vraie complication, ça a été une douleur un peu particulière. Je vous l'explique parce que peut-être que ça le fait à d'autres femmes, j'en sais rien. Moi, apparemment, c'est à cause de mon diaphragme. Donc, si j'ai été suivie toute mon enfance, c'est parce que j'ai eu une hernie diaphragmatique droite. Et en fait, du coup, le fait là d'être enceinte, ça vient donc remonter tous les organes et moi, ça touche un peu mon diaphragme. Et du coup, ça me crée des douleurs dans la gorge, au niveau du trou ici, dans le sternum, au niveau comme des douleurs intercostales, et dans le dos. C'est comme si que la douleur irradiait sur ces trois endroits en même temps. Et il n'y a rien qui la soulage. Et en plus, il faut que je reste debout. Donc ça m'a fait ça tout le premier trimestre, où la nuit, limite, je marchais dans mon salon. Enfin, horrible. Et un petit peu sur mon troisième trimestre, mais franchement très peu. Donc ça a été ma complication de grossesse. Et j'ai pas eu tout ce qui est vomissement ou voilà. Et, euh, et le fait de pas pouvoir beaucoup marcher aussi. Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu des douleurs assez rapidement dans le ventre. Donc je peux marcher, hein, je suis pas alitée pendant ma grossesse. Mais contrairement à ce que je fais d'habitude, moi qui adore aller me promener, bah, je suis assez limitée, quoi. Je suis allée faire ma fameuse écho T3 en me disant c'est la dernière. Un peu émue et en même temps ça s'est pas forcément bien passé. Euh, je perds les mots. En fait, le médecin m'a annoncé qu'il fallait que je parte aux urgences, que j'avais très très peu de liquide amniotique,
qu'il fallait aller voir ce qui se passait, quoi. Est-ce que j'étais en train de rentrer dans la maladie de la préclampsie? Est-ce que c'était ci? Est-ce que c'était ça? Elle savait pas trop. Donc du coup, j'ai été envoyée aux urgences juste après mon écho T3 pour savoir ce qu'il en était. Donc Charlène, bien évidemment, très rassurée dans les hôpitaux, était ravie d'aller à l'hôpital. Euh, je suis partie assez angoissée, surtout que sur les côtés 3, j'étais toute seule. Donc c'est sur l'écho où je suis toute seule qu'on m'annonce qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Donc franchement, clairement compliqué. Donc j'y suis allée et on m'a fait plusieurs examens pour regarder pourquoi j'avais perdu du liquide, pourquoi j'en avais si peu, etc. Donc c'est vrai que j'ai une quantité de liquide qui est assez basse, mais je ne suis pas en dessous la norme, donc ça c'est complètement OK. Sauf qu'à ce moment-là, ils ont commencé à rentrer dans le fait de me faire 1000 examens pour voir si je rentrais justement dans cette maladie de la prééclampsie. Euh, une maladie qui touche les organes, c'est une maladie qui joue sur l'hypertension, qui peut mettre en danger la vie de la maman et potentiellement la vie de l'enfant si les échanges se font plus correctement en fin de compte. Donc du coup, on m'a fait des examens pour savoir si j'avais pas fissuré ma poche, sauf que franchement, on est tout début avril, mon terme c'est le 23 mai. J'étais un peu angoissée à l'idée qu'on me garde parce qu'ils m'ont dit peut-être qu'on va vous garder. Et en fait, moi, tout était prêt à la maison. En soi, tout est prêt, j'ai tout acheté, c'est OK. Mais j'avais pas fait mes machines. Et en fait, je suis assez dans le contrôle de tout. Il faut que tout soit nickel, que tout soit comme j'ai décidé que ce soit. Et là, en fait, j'avais pas lavé les affaires de bébé. Je me suis dit qu'il me restait au moins 2 mois pour le faire. Donc, je comptais commencer mes machines mi-avril, fin avril. Et là, il y avait rien de prêt, quoi. Mes valises mater sont pas faites. Enfin, et puis même, je m'étais pas mis dans la tête que j'allais accoucher en avance. Donc, du coup, bah, vu que psychologiquement, je me suis pas préparée, moi, à ce moment-là, je vis en enfer, clairement. Donc, au final, on m'annonce que j'ai pas fissuré, que je vais pouvoir rentrer chez moi, mais que je vais devoir me faire surveiller de près pour cette maladie. Et que du coup, va falloir que je prépare mes valises, que je prépare tout ça, et que je me prépare psychologiquement à accoucher en avance. Donc, du coup, vous vous doutez bien que je suis rentrée chez moi. euh, Tout le monde me disait de me reposer et tout, OK. Mais il fallait que je clôture tout avant de pouvoir commencer à me reposer. Donc du coup, j'ai fait toutes mes machines, j'ai préparé mes valises mater pour vraiment que tout soit prêt et que je puisse psychologiquement décharger mon cerveau de tout ça. Que ça soit un truc en moins. Du coup, avec mon conjoint, on s'est dit, punaise, ça se trouve, on va avoir aucune photo parce qu'on était censé faire un shooting avec Lisa. Et du coup, à ce moment-là, bah, l'angoisse était présente. Donc, je lui dis, viens, on fait deux, trois photos et tout, tous les deux, avant le shooting avec Lisa, pour être sûr que on ait au moins une photo souvenir de la grossesse si j'accouche en avance. Donc, du coup, on a fait ces photos-là. On a eu un énorme fou rire. Enfin, ça a été un moment assez sympa et au final, ça reste un beau souvenir. Olivia m'annonce dans les jours qui suivent qu'elle a une petite surprise pour moi, qu'il faut que je me prépare, que je me fasse belle. Enfin, tout est relatif parce que avec le poids que j'ai pris, j'ai du mal à me regarder en ce moment. Et, euh, et en fait, pour tout vous expliquer, bon, on est sur une vidéo perso, faisons-le jusqu'au bout. Je vais prendre ma douche. Et en fait, je savais pas ce qu'elle m'avait organisé comme surprise. Donc, du coup, bah, je me dis, elle me dit de prendre mon maillot de bain, elle me dit de prendre des lunettes, mais elle me dit de prendre une doudoune. Et puis, en fait, elle me demandait de prendre des trucs qui avaient rien à voir, quoi. Donc, du coup, bah, je me dis, si on va à la piscine, il faut absolument que je prépare mon corps, que je me rase. Vous vous doutez bien que les femmes enceintes, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, c'est du sport sous la douche. Et en fait, je lui envoie un message après, après être nickel. Et je lui dis, franchement, j'ai plus la force pour laver mes cheveux. Est-ce que je dois laver mes cheveux, Olivia? Et en fait, elle me répond pas tout de suite, parce que bien évidemment, elle est occupée. Et elle me répond une fois que je suis sortie de la douche, que je me suis huilé le corps et tout, parce que du coup, j'huile ma peau pour éviter qu'elle pète un maximum. Et en fait, c'est un vrai marathon, quoi, tout ça pour moi. Je sors, je suis essoufflée comme un cochon, enfin, horrible. Et là, elle m'envoie un message, oui, oui, tu dois te laver les cheveux. Et en fait, c'est de l'entretien, ces cheveux.
Ça prend du temps, faut les laver, faut les lisser, enfin, faut les sécher, enfin, c'est tout un bordel. Du coup, je me retrouve à devoir me laver les cheveux au robinet, dans l'évier, avec mon conjoint, parce que il voit que je n'ai plus de force, plus de force dans les bras, plus de force du tout. Donc, du coup, bah, mon conjoint s'est transformé en coiffeur, à me laver les cheveux dans un évier. C'est lui qui faisait mes couleurs avant, et là, maintenant, il me lave les cheveux. Ah, ah. Ta vidéo, elle est morte, hein. Non, c'est Ça pas va, je suis pas en porc non plus. Non, c'est pas Je vrai. respire comme un porc, mais je suis pas en porc. Petit bourré. Mais là, tu glisses à gauche, là. Tu Là, veux pas te recentrer? je suis en train de crever, laisse-moi. Ah, Oh putain. c'est pas trop chaud. Non, ça va. C'est ça d'ailleurs. Oui, oui, bah oui. Laisse que ça, t'as raison. J'aurais dû voir ta tête là. Horrible, la graisse dans le dos là. Avec le Horrible. report, c'est pour ça Ah, que je t'ai mis horrible. sérieux, Je me c'est sens comme une obèse. Ça me dégoûte. bon. Bah non. Ah si. Ah, mes 49 kilos, ils sont loin là. Donc, ça a été un moment aussi sympa. Et du coup, cette fameuse surprise, donc Olivia vient me chercher, elle me bande les yeux, et en fait, elle m'amène chez Lisa, là où se sont réunis tous mes amis. Donc, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai pas du tout mes proches dans le coin. J'ai juste Olivia qui est vraiment collée à moi et Lisa que j'ai rencontrée maintenant il y a 2 ans. Donc, j'ai pas mes proches ici, en fait. Et du coup, elle m'enlève le bandeau et en fait, il m'avait prévu une baby shower surprise où j'avais ma maman, mon beau-père et, euh, et mes copines les plus proches. Donc, Marie, Megan, Olivia et Elisa. Donc, ça m'a extrêmement touchée. Ça a été vraiment un moment mémorable. Donc, mon conjoint était là aussi. Et, et en fait, ça reste un moment bah, qui restera gravé, tu vois. Enfin, c'est qu'une fois. Bon, à part si t'as d'autres enfants, mais en tout cas, la première est importante. Puis le fait de les voir tous réunis là, des gens qui ont encore rien à faire là, et enfin, j'avais Megan qui vient du sud, enfin, Marie qui vient de Seine-et-Marne, ma mère qui est en Picardie, enfin, et là, ils sont tous là dans le même salon au même moment, et j'ai pas beaucoup de proches, moi, j'ai très peu de personnes autour de moi, mais le peu de personnes que j'ai, aujourd'hui, c'est des personnes extra. Donc là, elles n'étaient pas toutes présentes parce qu'il y a quelques personnes qui sont tout aussi importantes pour moi qui n'étaient pas là. Mais, euh, mais en fait, j'ai réalisé dans ce parcours et dans tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années que même si j'étais peu entourée, l'entourage que j'ai, c'est des pépites, quoi. Et, euh, et ça change. Franchement, ça change. Je suis pas quelqu'un qui a grandi avec que des belles personnes, que des personnes droites, honnêtes. Et, euh, et en fait, je réalise que là, en tant qu'adulte, j'ai réussi à faire un tri suffisamment important et à garder que des personnes, mais extraordinaires, quoi. Donc le passé, on le met de côté et on regarde juste ce qu'on a aujourd'hui. Et franchement, ce que j'ai aujourd'hui, c'est... Je je suis pleine de gratitude pour ça, quoi. Du coup, à cette baby shower, ils m'ont organisé une surprise qui est un shooting photo professionnel qui est le 13 avril. J'y viens, hein. Aujourd'hui, on est le 17 quand je vous fais cette vidéo. Et, euh, et en fait, c'est un shooting pro à l'intérieur. Du coup, j'avais quand même prévu un shooting avec Lisa et on a décidé de le maintenir pour que je puisse avoir des photos faites avec Lisa et puis avoir des photos faites en extérieur, dans un autre contexte. J'avais vraiment envie d'avoir des photos dans la nature, ce qui me correspond aussi beaucoup.
Et du coup, j'ai fait ce shooting-là avec Lisa avant le shooting pro. Donc je vous partage toutes les photos. Franchement, j'ai adoré ce moment. On a vraiment passé un bon moment. Et ça me permet d'avoir des bons souvenirs de ma grossesse. Donc entre-temps, bah, je prends des souvenirs de bébé qui bouge, de mon ventre. J'attends les prochains rendez-vous. Et du coup, s'ensuit cette échographie encore de contrôle. Et en fin de compte, j'ai été hospitalisée le 13 avril. Je suis en train de me créer un plan d'évasion. Voilà ce que je suis en train de faire. Donc en fait, je suis partie pour mon shooting, mais juste avant le shooting, il m'avait donné un rendez-vous à l'hôpital pour m'éviter de faire des allers-retours à Rennes. Il savait que ce jour-là, ça m'arrangeait. Sauf que bah, j'ai pas pu aller au shooting. Ils m'ont annoncé qu'ils me gardaient à l'hôpital jusqu'à l'accouchement. Donc en fait, là, tu me dis que tu me gardes jusqu'à l'accouchement, mais tu me gardes combien de temps? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Ça a été un coup de massue derrière la tête, honnêtement. Et au final, je suis restée que 3 jours. 3 jours de trop, mais 3 jours. Et pendant ces 3 jours, bah, du coup, ils m'ont fait plein d'examens. Ils m'ont annoncé qu'effectivement, j'étais bien dans la maladie de la préclampsie, qu'il fallait me surveiller de près. Euh, donc là, en fait, on te fait des monitorings pour écouter le cœur du bébé. On te fait des prises de sang, des prélèvements des prélèvements vaginaux, prise d'urine, etc., etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Donc je suis restée 3 jours. Au bout de 3 jours, ils ont décidé concrètement de me faire une hospitalisation à domicile et de faire venir donc des sages-femmes pour me faire des monitorings et tout. Mais en tout cas, là, le bébé arrive assez rapidement, donc il faut que je me prépare. Et surtout, je me prépare à retourner à l'hôpital très bientôt. En attendant, je profite de mes bébés, de ma nature, parce que bientôt, je reviens à la maison avec une petite fille. Coucou. Coucou, toi. Elle va sortir la main. Ah, ça me fait mal. Elle va très bien, rigole. Ah, il fait... Faut pas que je rigole. Oh mon Dieu. Faut que rigoler pendant qu'elle bouge en même temps, c'était pas. Oh ma gueule. On dirait mon ventre il est petit sur la caméra. Ouais, on se rend pas compte. Parce que t'as le fauteuil en plus. Tout va bien, chérie. Tout va bien. Je suis obligée de te tenir au courant, mais fais-moi confiance, je t'appelle si t'as besoin de venir. Je suis dans une petite salle tamisée.
coup, je suis arrivée ici le 28. En fait, non, le 28 au soir. J'ai commencé, vu que j'étais suivie en HAD, donc hospitalisation à domicile. Je devais prendre mes tensions tous les jours. Et en fait, le 28 au soir, mes tensions ont augmenté d'un seul coup, quoi. Du coup, le 29 au matin, je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont dit que tout allait bien, j'ai été sous surveillance, sous monitoring, etc. Je pourrais ressortir le lendemain matin pour continuer la surveillance à domicile, le temps de déclencher une césarienne, de prévoir une césarienne, parce que la petite était encore en siège. Donc du coup, on m'a prévu une césarienne pour le 6 mai. Et on a continué à faire les monitorings dans la journée. Ils m'ont dit que vu que je sortais le lendemain matin, qu'on allait le refaire en soirée. Et en fait, le soir, les monitorings étaient bons. Donc en fait, on regarde le cœur du bébé, etc. Et quand j'avais des contractions, en fait, le cœur s'affaiblissait. Il ralentissait. Ce qui fait que c'était pas prévu du tout, mais elle m'a installée sur un siège, elle m'a dit on descend en salle de naissance. Et c'était parti, quoi. Du coup, j'ai appelé Lisa pour qu'elle vienne à la maison. J'ai appelé mon conjoint pour qu'il puisse me rejoindre hyper rapidement à l'hôpital pour qu'il puisse être là. J'étais, si je dois mettre un seul mot sur mon état émotionnel à ce moment-là, pétrifiée. Pétrifiée, pétrifiée. Lisa a essayé de me rassurer au téléphone, mon conjoint. Quand il est arrivé, il a été exemplaire. Et du coup, après son arrivée, ça a été très vite. On m'a fait traverser un couloir, j'ai l'impression que c'était le couloir le plus long et le plus court de ma vie. J'étais angoissée, mais à un point, je crois que vous imaginez même pas. J'ai très peur, moi, des hôpitaux, des opérations, tout ce qui est en lien avec les hôpitaux de mon enfance. Mais là, c'était quelque chose. Donc, je suis rentrée dans une pièce sur laquelle on m'a fait m'asseoir sur un long siège d'hôpital, quoi. Et pour me faire la piqûre dans le dos. Donc c'est ce que j'explique, c'est mon ressenti, mais quand on fait un accouchement par voie basse, on a beaucoup de contractions assez douloureuses. Et du coup, cette fameuse piqûre vient complètement détendre le corps et on a envie de l'avoir. Là, moi, j'avais pas de douleur. Donc en fait, j'ai très très mal vécu cette piqûre. Ça a été horrible pour moi. Mais le médecin qui me l'a fait était adorable. Et une fois que ça a été fait, on m'a allongée, j'ai commencé à... En fait, c'est particulier parce que la césarienne qu'on m'a fait, je ne sentais pas la douleur, mais je sentais quand même tout ce qui se passait. Je sentais qu'on me touchait le ventre, je sentais... Ce qui était le plus difficile, c'est de sentir qu'on m'appuyait un moment sur le ventre, j'ai vraiment cette sensation-là. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas venir chercher mon bébé dans mon ventre, qu'ils voulaient me faire profiter aussi de cet accouchement, et que du coup, j'allais pouvoir pousser. Et je suis encore émue. Du coup, quand tout était prêt, mon conjoint est rentré dans la pièce, il est venu me tenir la main. J'avais mon conjoint à ma droite, j'avais le monsieur qui m'a fait la piqûre dans le dos à ma gauche, qui me tenait la main gauche. Ils étaient tous là à me rassurer parce que j'étais pétrifiée. Et on m'a demandé de pousser. Et c'était un moment tellement magique parce que j'avais cette pression de vivre une césarienne et de pas vivre mon accouchement. Et en fait, je l'ai vécu, quoi. Et elles m'ont dit qu'elles avaient rarement vu des césariennes aussi belles. Que le bébé était sorti tout seul de mon ventre, qu'elles n'avaient pas eu besoin, de venir le chercher. Et franchement, elles ont toutes été hyper adorables. Du coup, on est venu me poser ma fille sur moi. Ça a été assez particulier ce moment-là. Je ne l'ai pas vécu peut-être comme tout le monde, je pense. J'étais pétrifiée aussi à l'idée d'avoir une petite fille. Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je suis une bonne maman? Enfin, c'était particulier.
Et après, du coup, mon conjoint l'a pris pour aller dans une pièce faire du pot à pot avec elle pendant que qu'on me refermait le ventre en fait. Et, euh, et après, je les ai rejoints. C'est une sensation bizarre parce que quand tu termines ta césarienne, t'as tout le corps, enfin moi en tout cas ce que ça m'a fait, qui te démange. Mais qui te démange d'une manière vraiment particulière. Et j'étais un peu dans les vapes et tout, mais le fait de voir la petite dans les bras de son père et tout, enfin, c'est là que j'ai commencé vraiment à réaliser et que mon bonheur il a commencé quoi. Donc la petite elle est née dans la nuit du 29 au 30. Donc elle est née un 30 avril à minuit 45 et elle va très bien. Je vous montrerai pas son visage parce que j'en ai assez montré là dans cette vidéo. Mais vous pouvez voir son petit cul. Elle est trop mignonne. Elle est adorable. Franchement, elle est hyper calme, hyper sage. En même temps, elle est aussi adorable que sa mère. Et voilà, on rentre à la maison aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est le 5 mai, je crois. Je suis un peu perturbée. Et du coup, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir tout ce parcours. Et je conseillerais à toutes les mamans qui passent par des parcours PMA de jamais lâcher. Soit ça viendra naturellement, soit ça viendra avec ce parcours-là. Et de ne pas se culpabiliser. Parce que on fait tout au mieux et c'est ça qu'il faut se dire quoi. Franchement, c'est magnifique. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Regarde, le monde peut être beau, regarde comme tu es belle. Maintenant tu peux le voir, le soleil. Non, je ne serai plus celle qui est tombée dans tes bras. Je veux être de celles à qui on